lucide, Enchanté. en forme. Je vous donne rendez-vous dans mon cours en L3 d'analyse technique, Amphi 1. Et ben allez, c'est parti. Nous sommes dans l'antre de la bête, dans le grand hall de Dauphine, et je vous invite à venir directement à l'Amphi 1 où on va commencer dans 5 minutes le cours avec mes 163 étudiants. Super. À tout de À suite. tout de suite. Avant, et là vous avez le décalage. Et après le gap, on ouvre le trou, le gap c'est un trou, et le gap il se fait simplement en vide de liquidité. C'est-à-dire que vous avez une barre, mais c'est un vide de liquidité. D'accord? Et donc ça, par exemple, vous pourriez avoir ici, par exemple, si vous avez un trou, donc c'est un gap, là, il ne faut pas le louper. Il n'y en a pas beaucoup, des gaps, et là, vous gap. Et après, vous pouvez mettre gap de début de mouvement. Là, ça serait un gap de début de mouvement. Mais le gap de début de mouvement, il faut qu'il y ait du début de mouvement. Thomas Andrieux, 3e année en ingénierie financière à Dauphine. Pierre El Karim, 3e année d'ingénierie financière à Dauphine et contrôleur de gestion chez Nautilus Food. Alors pour moi, j'ai fait un lycée général et ensuite je voulais aller à Dauphine pour sa spécialité en finance. D'accord. J'avais aussi le choix avec l'université d'économie de Toulouse par exemple, de là où je suis originaire. Mais c'est vrai que comme je voulais aller en finance, c'était mieux quand même de partir avec Dauphine, sachant qu'à côté de ça, j'avais d'autres activités aussi. Également, d'accord. Donc j'ai eu un cursus de bac général scientifique. Ensuite je suis venu dès la première année à Dauphine et en parallèle de tout ça, je me formais en torréfaction de café artisanal. Très bien. On est un petit peu loin de la finance de marché là. Oui, mais pas si loin parce que le café ça reste la matière première la plus tradée dans l'agricole dans le monde. Et c'est la passion du café qui m'a un peu amené vers les marchés financiers, justement parce que on a beaucoup de métiers du café dans ma famille, sauf la partie trading. D'accord. Peut-être, j'espère, en salle des marchés, pourquoi pas faire des analyses ou des recherches, ou tout simplement en front office. Je suis assez libre là-dessus, mais plutôt en tout cas sur la finance de marché et plutôt opérateur. D'accord. Donc libre et complet hein, sur le métier, c'est pour ça. Pour ta part. Moi je me vois plutôt côté commercial, toujours en salle de marché, mais Sales trader. ouais, soit sales trader, soit côté commercial, côté entreprise qui cherche à se couvrir. Donc plutôt trader pour des boîtes comme Engie, Arcelor, qui cherchent à éviter les fluctuations sur les prix des matières premières pour pouvoir avoir un budget qui est stable, permettre de calculer des marges correctes. À l'université, c'est vrai que c'est quand même assez unique parce qu'en général, les cours, c'est beaucoup de mathématiques, de statistiques, c'est très formel et c'est vrai que là, il y a un aspect beaucoup moins formel. D'ailleurs, l'analyse technique dans le milieu universitaire, c'est pas traité. C'est vrai que là, ça apporte vraiment un plus. Et l'analyse technique, pour moi, à mon sens, c'est vraiment l'ouverture d'esprit sur les marchés. Ça va au-delà de la statistique, ça permet de réfléchir au-delà de ce qu'on fait fondamentalement. Est-ce que le marché est vraiment aléatoire? Est-ce que tout ce qu'on utilise, tout ce qui s'est imposé ces dernières décennies, c'est vraiment le fond du marché? Ou est-ce qu'il n'y avait pas déjà des méthodes d'analyse avant? Et d'ailleurs, je pense, de mon point de vue, historiquement parlant, l'analyse technique est apparue plutôt avant même l'analyse fondamentale ou statistique dure comme on peut l'avoir aujourd'hui. Très bien. Pour moi, le cours d'André, c'est un premier pas dans le grand bain des marchés sur le côté pratique.
c'est vrai qu'on a des cours, comme le disait Thomas, hyper théoriques sur les manières de gérer un portefeuille et des choses comme ça. Le cours le plus pratique que j'ai eu sur les marchés, c'est celui de Monsieur Malpel, où on nous dit on va poser notre stop loss là, notre objectif là, et on va prendre position à ce moment-là pour telle raison, avec des arguments derrière et un consensus empirique qui s'est formé avec le temps et les années. Merci beaucoup pour votre temps et puis bonne chance pour votre QCM qui arrive à grands pas de ce que j'ai entendu pendant votre session de cours. Merci encore. Merci. Merci à vous. Alors, bon, je suis content que tu sois venu, je t'ai proposé, on est venu un peu en avance là, vis-à-vis du cours, avant que tout le monde arrive. Là, cette année, j'ai 163 étudiants. Alors, ça fait du monde, hein. Surtout au moment des corrections, c'est un peu, on tire un peu la langue. Alors, moi, j'ai plusieurs casquettes, j'ai plein de casquettes. Mon activité principale, c'est pas celle du salon. Beaucoup de gens pensent que c'est le salon. Non, c'est le trading pour compte propre, personnellement. Et alors, avec des cycles, il y a des phases où j'en fais beaucoup plus et des phases où j'en fais beaucoup moins. Souvent, quand évidemment j'ai moins d'activité, le salon me prend beaucoup de temps. Le salon, comme je dis souvent, même si on ne croit pas vraiment, c'est que ça gagne rien, c'est un gros paquebot, ça fait des toutes petites marges et des fois même je perds de l'argent. Par contre, ça permet de poursuivre la notoriété, de faire d'autres éléments, de rencontrer mes clients. Alors mes deux activités principales, c'est le trading pour compte propre et le conseil à tous les clients. Mais comme mes tarifs sont assez élevés de conseil, c'est le conseil plutôt, ce sont des institutionnels, à peu près une cinquantaine d'institutionnels sur les marchés de futurs uniquement. Tous les marchés mondiaux, ça dépend. Ça a évolué et ça, on l'a créé en 1996. Le salon, on l'a créé en 2000. Donc je donnais déjà des séminaires et donc c'est la poursuite de la partie pédagogique. Et dans cette partie, donc à côté donc de liste qui est les conseils aux institutionnels, le salon avec l'agence IAT, mon trading pour compte propre et déjà des séminaires que je donnais, ça a débouché en 2010, donc ça fait déjà 13-14 ans que je donne des cours à Dauphine où on m'a demandé de venir animer, préparer et organiser les cours en L3, c'est-à-dire en troisième année du master, enfin de 272, c'est-à-dire économie appliquée et ingénierie financière par la suite en master 1, master 2. Alors de temps en temps, je donne en plus du L3 analyse technique uniquement, auquel tu vas assister tout à l'heure, à certaines parties, etc., avec mes 163 étudiants. Je donne aussi les cours en M1, mais pas souvent, pas tout le temps. Pas chaque année. Au début, c'était tous les ans. Après, c'était une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans. Maintenant, je fais une fois tous les 5 ans. Enfin, parce que bon, ça rapporte rien. Dauphine, ça rapporte rien, ça gagne rien. Tu le fais plus pour le plaisir. Il y a des à côté, notoriété également, c'est ça qui est intéressant. Mais au niveau financier, non. Donc c'est la passion qui t'anime. Pardon ? C'est la passion qui t'anime alors. Entre autres, dire que ça fait un peu prétentieux, ça fait un peu m'as-tu vu. C'est le cas, c'est le plaisir de voir des gens, etc. Mais il pourrait me dire, tu fais des conférences déjà au salon, donc il n'y a pas de souci. Tu passes en webinaire ou en interview TV, etc. aussi. Donc, mais là, si tu veux, tu as vraiment un rapport avec les élèves, sauf au moment des corrections, parce que je t'ai dit, les corrections, c'est très fatigant. C'est très long, 163, c'est pas 10, 20, 30, 40, 50. Là, c'est absorbable, c'est 3 fois plus que 50. Donc, si tu veux, ça te prend vraiment plusieurs jours et ça te bouffe tout le temps. Donc, quand c'est pas payé, tu fais un peu la tête. Donc, non, mais c'est surtout aussi, ça me permet, l'analyse technique et le trading évoluant, ça me permet d'être toujours très actuel. Ça poserait pas de problème puisque je fais du trading par ailleurs, mais ça t'oblige, si tu veux, à bien expliquer les choses. C'est tout je dis souvent, ce qui se comprend bien s'énonce clairement. Donc, si tu l'as bien compris, si tu le maîtrises, tu peux bien l'expliquer. Inversement, si tu ne peux pas l'expliquer, c'est que tu ne le maîtrises pas, c'est que tu ne l'as pas bien compris. C'est le genre, ah mais c'est évident.
Donc souvent, j'ai mes élèves, ils sont surpris parce que je leur explique comment on trace une ligne de tendance. Des trucs très basiques de l'analyse technique, des trucs qu'on pourrait considérer comme du b.a.-ba de l'analyse technique, etc. Bah, personne, je dis bien personne, dans le monde, en France, dans le monde, après on peut toujours trouver, hein, c'est pas rester modeste quand même, n'explique ce que je dis. La ligne de tendance, elle se trace d'une certaine manière. Qu'est-ce que c'est qu'un creux? Ah, mais un creux, c'est évident, ça. Non, c'est évident, c'est pas bon. Un creux, c'est typiquement un point saillant creux. Un creux saillant, ça veut dire que le point bas de cette barre ou de ce chandelier est plus bas que le point avant et le point après. Donc, dans un mouvement haussier, tu dois avoir ces espèces de points saillants, de creux saillants, ce que certains peuvent appeler les points pivots aussi. D'autres fois, il y a plusieurs noms de certaines personnes. Mais moi, je les utilise pour tracer les lignes de tendance. C'est-à-dire une ligne de tendance, tu vas choisir ces différents creux et tu vas tracer en partant de la droite vers la gauche. Et après, tu la poursuis dans le futur pour voir si elle va venir taper, etc. Simple. Si c'est pour dire est-ce que la tendance est haussière ou baissière, c'est-à-dire c'est une direction, pas besoin de tracer de ligne de tendance. La ligne de tendance qu'on va décider, c'est pas la direction. La direction, tu le vois tout de suite. Quand du graphique, ça commence d'en bas à gauche et que ça finit en haut à droite, c'est que la tendance est haussière. Là, il n'y a pas de souci. Pourquoi on trace les lignes de tendance? On trace les lignes de tendance parce que c'est quand on va venir tester, quand on va venir rebondir ou quand on va venir casser, qu'on va pouvoir dire « Ah, ça se retourne, on prend position, on c'est utile, etc. » Donc, il ne faut pas tracer n'importe quoi. Il ne faut pas tracer non plus filet à papillon, un peu comme les supports, les résistances. Je vois des gars qui j'avais le bien support. Merci. T'en as tellement tracé ton filet à papillon que c'était forcé que tu devais avoir à un moment donné le bon support sur lequel on a rebondi. Donc il faut en tracer un certain nombre pour pouvoir développer une stratégie, pour pouvoir développer une analyse. S'il est tracé une droite, il y en a un qui va s'arrêter, peut-être. Et des fois, il n'y en a même pas. Il est tracé tellement de droites, de supports, et il n'y en a aucune qui l'a arrêté. Bah, ça sert à quoi? Ça a servi à quoi? Pas tellement. Quelques points, etc., sur lesquels on va jouer une certaine stratégie, un rebond, voir comment. Ça peut l'enfoncer, ça peut repartir, il peut y avoir une position contraire au mouvement, etc. Bon, il y a plein de solutions, mais il ne faut pas en tracer non plus des tonnes. Les gars, on trace des filets à papillons. Ça ne sert à rien, Il faut une analyse technique, je dirais, intelligente, argumentée, qui se base sur le comportement des intervenants boursiers. Or ça, depuis 87, tout ça, tout ce que je dis là, il y a des choses qui évoluent. Il y a plein de choses que j'ai dites, ils ne sont pas été remis en question depuis 96, où les gars n'expliquent pas dans quasiment tous les livres d'analyse technique, je dis quasiment parce que je ne sais pas, j'en ai lu beaucoup, mais n'explique pas ce que c'est qu'une ligne de tendance. C'est les creux, on prend les creux. Oui, c'est les creux. Mais qu'est-ce que c'est qu'un creux? Les creux de plus en plus haut. Oui, mais qu'est-ce que c'est un creux? Un creux, c'est un point saillant. On trace comme ça. Et comme ça, ta ligne de tendance a plus de solidité, n'est pas fragile. Parce que la question, c'est quand on va venir la tester, on l'a enfoncée, on l'a cassée. C'est ça les questions. En faisant ces éléments-là, tu lui donnes une plus grande valeur, une plus grande solidité. Et tu ne traces pas n'importe quoi, les creux, c'est pas n'importe quoi, etc. Et après, tu as comment on la casse, de quelle manière, pour valider s'il y a vraiment une rupture ou pas une rupture. Des éléments comme ça. Et donc ça, tu peux l'apprendre ici, enfin, ça t'oblige à le faire pour expliquer aux gens, aux étudiants, comment utiliser une tendance. On a des étudiants ici, il y en a les 2/3 qui ne connaissent pas du tout l'analyse technique. Rien. Même pas un graphique, tout ça. Ensuite, tu en as un petit quart de comment ça s'appelle, qui connaît un petit peu, etc., l'analyse technique, qui connaît un peu les vagues des autres, et tu as un tout petit pourcentage d'experts. C'est-à-dire qu'ils connaissent bien l'analyse technique, etc., avec qui on peut vraiment engager. Donc tout ça, il faut revoir tout ça, remonter, etc., et obligé d'expliquer toutes les bases. Donc on a comme ça une vingtaine de cours sur lesquels on explique les supports, les résistances, les tendances, les figures chartistes, les oscillateurs, comment ça s'appelle, le volume évidemment, tous les éléments de base. Donc d'abord, un truc très scolaire,
Donc là, prochainement, justement, on aura le QCM, tu en as parlé, j'en ai parlé, je vais en parler, je vais leur rappeler que c'est dans 2 semaines. Et donc là, ils ont un QCM, c'est très scolaire, c'est ça, à connaître les bases, les différents éléments. Et là, ça t'oblige à bien expliquer, parce qu'il y en a certains qui débutent complètement et ne comprennent rien. Donc tu ne peux pas leur dire c'est évident, ils sont perdus. Et après, c'est le niveau supplémentaire qu'il faut acquérir, c'est la pratique. Parce que le niveau scolaire te permet de répondre qu'est-ce que c'est une tête-épaule, comment est le volume, qu'est-ce que c'est un blow-off, explosion du volume, qu'est-ce que c'est, comment on trace une ligne de droite vers la gauche, la ligne de tendance, tout ça, tu peux le répondre scolairement, mais après il faut le mettre en pratique. Alors donc là, il y a une première partie, c'est le QCM, et une seconde partie d'examen, qui est la plus grosse, qui est le contrôle terminal. Fait d'avoir à expliquer, si tu veux, de préciser ta pensée. De préciser ta pensée qui est vraiment très utile parce que ça t'oblige à y réfléchir plus que la normale, plus que simplement tu pourrais te contenter de parce qu'effectivement des creux, tu peux les repérer facilement parce qu'après, mais certaines fois, il y a quand même la question, tu te poses, est-ce que c'est vraiment un creux ou pas? Et là, justement, en l'ayant bien défini, tu dis là, non, c'est pas un creux. Alors, tu peux t'affranchir encore de la règle, c'est pas exclu. Mais tu sais que tu sors du cadre et tu sais que c'est plus branlant, moins cohérent, moins solide. Donc, c'est pour ça que ça peut être fait. Ça fait plus de 20 ans donc aujourd'hui que tu fais que tu animes le salon du trading, que tu as créé, d'accord? Là, c'est le salon NXT, ce sera le 25e. 25 ans. Presque un quart de siècle. C'est ça. Et donc, pour en tout cas, y aller depuis quelques années maintenant, et clairement, le succès ne se dément pas. Parce que le salon est toujours rempli, on a toujours beaucoup de personnes qui sont là à poser des questions aux personnes que tu invites et que je vais interviewer. Donc il y a une vraie recherche d'information et de formation. Mais tout de même, en presque un quart de siècle, toi, en faisant en animant les cours à l'université de Dauphine, tu formes les futurs élite traders de demain. Oui. Investisseurs, traders, effectivement, qui vont composer les salles de marché. Oui. Et exactement. Donc c'est quand même quelque chose de gratifiant, j'imagine. Oui, je le vois pas comme ça, si tu veux, personnellement, mais c'est vrai que je retrouve des fois des gens que j'avais connus il y a une vingtaine d'années environ, pour les premiers, etc., que je revois, qui ont développé des process, qui viennent au salon, qui font par exemple partie des gérants connus. J'ai formé aussi beaucoup d'analystes techniques qu'on connaît, certains qui ont créé des bouquins. Tu verras tout à l'heure, tu as Thomas Andrieux qui écrit des bouquins et des livres, alors plus, pas encore analyse technique, mais il développe l'analyse technique, etc. Mais sur les cycles, lui il est plus spécialiste des cycles, il écrit un bouquin et il fait des conférences et il est dans mes cours. J'ai eu, alors pour rappel, mon propre fils en 2010. Qui maintenant, il était à la City à Londres et avec ma belle-fille, qui était aussi à Dauphine, mais elle n'a pas suivi mes cours. Mais à l'époque, ils sont aussi maintenant dans des grandes banques internationales et maintenant ils sont directement à Wall Street, à Manhattan. Donc ça se développe comme ça. Bon, ça c'est typiquement parce que je les suivis et que je les connais parfaitement. Mais il y en a d'autres, plein. Je te dis. Pas tous, mais beaucoup ont suivi des analystes professionnels ont suivi mes cours ou ici ou mes conférences. Pareil, le salon, ça fait du monde maintenant. Forcément, tu avais passé beaucoup de monde. Plus les séminaires que je faisais à une époque à la Fimatex, qui est maintenant Boursorama, ou pendant longtemps. Une année, j'avais passé, j'avais fait en 1996. Et donc, c'est de 96 à 2002, j'ai fait les séminaires de Fimatex Boursorama. Et même une période, Boursorama m'avait dit, vous en avez passé 5000 à coup de 100 personnes à chaque fois. Le séminaire, on en avait passé 5000 dans l'année. Donc, ça faisait vraiment plusieurs séminaires. Il y avait 2, 3, 4 séminaires, des séances de travaux dirigés, etc. On faisait... Tous les clients Boursorama ne sont pas des gens qui ont suivi mes séminaires, mais beaucoup, oui, ils reviennent au salon, etc. C'est pour ça qu'ils viennent au salon. Donc,
Le salon permet surtout de mettre l'analyse technique en avant, d'expliquer ce que c'est, de comprendre. Alors il ne faut pas tout croire, tout ce que les gens disent, même moi, même quand je le dis moi-même, il faut le mettre en pratique, il faut le regarder, il faut l'étudier, prendre son temps et à ce moment-là, essayer de voir si c'est utile pour vous, pour l'intervenant, pour le trader ou pour l'investisseur, etc. Donc ça ne pose pas de problème à ce niveau-là. Bien sûr, bien sûr. Et vraiment, on voit qu'il y a un vrai engouement, il y a vraiment une recherche d'informations, et le salon du trading aide, contribue à... Une soif de pédagogie, une Ouais. soif d'explication, les gens aiment bien des recettes, alors c'est pas toujours la possibilité de faire des recettes, mais on essaye de les prendre par la main, de les aider, un peu comme les cours à Dauphine. De les diriger, Beaucoup me disent « Ah, j'aimerais bien suivre les cours, monsieur Malpel, est-ce que je peux venir ?» etc. Je dis non, s'il faut être... Il fait des gens en licence, c'est en troisième année de licence, donc il faut faire tout le cursus économique de Dauphine pour arriver, etc. Alors des fois, il y a Passerelle, etc., ils viennent d'autres universités. D'accord. Mais c'est le troisième, donc non, on ne peut pas. En candidat libre, on m'a dit que c'était peut-être possible, etc. Et voir, mais c'est un peu compliqué quand même. Mais non, et les gens du salon, c'est pareil. Ils veulent ça, ils veulent être pris par la main, ils veulent retourner à l'école, ils veulent qu'on les engueule presque, qu'on leur fasse des exercices, qu'on leur donne comment ça fonctionne, etc. Mais en sachant que la bourse, c'est pas il y a des règles, on sait surtout ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Mais c'est plus difficile de faire les points exacts et de gagner tout le temps. Non, on ne gagne pas tout le temps. C'est pour ça qu'il y a des points d'invalidation, des stop-loss, et qu'on explique que l'analyse technique, justement, permet de fixer des stop-loss, des points d'invalidation, c'est fini, c'est plus le mouvement, c'est terminé beaucoup plus rapidement que de l'analyse technique fondamentale ou économique, où il va rester s'enferrer pendant longtemps avant que l'idée ait changé ou que le contexte ait changé. Donc c'est moins rapide. Alors, d'abord, malheureusement, je parle beaucoup, je dépasse tout le temps et j'explique. Alors, c'est ce qui plaît et ce qui déplaît parce qu'on n'a pas le temps de finir les cours à chaque fois. Tant que c'est intéressant. Mais on fait beaucoup plus de pratique, c'est beaucoup mieux. Par exemple, donc c'est l'avantage du présentiel. Le présentiel vis-à-vis du distanciel ou de la vidéo. Tu fais les deux ? Non, je fais de temps en temps des vidéos, mais très peu.